So we will get started. My name is Ramisha, and I just wanted to say thank you and welcome to this session. I'll just take a moment to remind you that the interpretation option is at the bottom of your screen. Please select the language that you wish to listen in, as this session will be completely bilingual. So I'll just give everyone a minute to get that sorted. So I'm not going to take too much time in speaking. I really want to hear from the experts on today's session. So I just want to sort of set the tone for what we're going to be talking about. Today, we're going to be talking about the progress and obstacles in establishing protection against sexual exploitation and abuse, PSEA. And we're going to be talking about this with a need to focus on the recipients of assistance and program participants in countries of operation. Exploitation is an additional layer of abuse of power on top of the act of sexual violence. And this is going to be a discussion on how organizations can put actions such as policies in place to effectively protect local participants, keeping in mind that the ultimate goal is to protect women and girls and vulnerable communities during our work. Some of the topics that are going to be covered today will include what happens when you receive a complaint, trainings around PSEA, adopting policies and procedures for in-country contacts, and prevention measures as they relate to survivor-centered approaches. And with that, I will turn it over to our wonderful speakers who represent ACOSI's CQFD. So our first speaker is Colombe Fourne from MCIC's Fund for Innovation and Transformation. Thank you so much, Ramisha. Bonjour tout le monde. Comme Ramisha l'a dit tantôt, je m'appelle Colombe Fourne et je suis l'agente de programme responsable de l'égalité des genres et de l'engagement public pour le Fonds pour l'innovation et la transformation. Je vais partager mon écran avec vous rapidement. Je pense que ça devrait marcher maintenant. Parfait. Est-ce que vous arrivez à voir? Super. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'approche du FIT en matière de prévention du harcèlement, de l'exploitation et des abus sexuels en tant que bailleur de fonds et des défis que rencontrent les organisations que nous finançons en la matière. Donc, très rapidement, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que le FIT. Et le FIT, c'est une initiative du réseau de coordination des conseils provinciaux et régionaux et financé par Affaires mondiales Canada. Mais notre fonds est vraiment assez unique car nous soutenons les petites et moyennes organisations, spécifiquement dans la phase de la mise à l'essai d'une idée novatrice visant à faire progresser l'égalité des genres dans les pays du Sud, et ce, pendant un court délai. Donc, travaillant dans le domaine de l'innovation, nous visons tous les types d'organisations, c'est-à-dire les organisations à but non lucratif, et de la société civile, du secteur privé, les entreprises sociales, les universités, etc. Parce que nous croyons que cette diversité d'organisations constitue un atout important pour la création de solutions novatrices pour des changements sociaux durables et efficaces. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur le FIT, je vous invite à visiter notre site web, donc www.fit-fit.ca. Vous en apprendrez vraiment beaucoup plus. Je vais rapidement passer sur nos exigences en matière de PHEAS. Donc, il faut savoir que le FIT place les droits et la dignité humaine au centre de son travail. Et à ce titre, nous nous sommes engagés à établir une culture de tolérance zéro à l'égard du HEAS qui pourrait se produire lors de la mise à l'essai de solutions novatrices que nous finançons. Dans ce but, nous exigeons aux organisations que nous finançons que chacune d'entre elles ait sa propre politique et ou son code de conduite et qu'elle s'assure plutôt que ses partenaires locaux soient également engagés dans la prévention du harcèlement, de l'exploitation et des abus sexuels comme une condition à part entière de la candidature. Donc, lors de l'évaluation des propositions, nous nous assurons que les politiques soumises contiennent les dispositions minimum nécessaires pour garantir la prévention et la protection des bénéficiaires, tels que un processus de reddition des comptes, notamment en ce qui concerne les rôles et les responsabilités, pour assurer le suivi et le respect de la politique et ou du code de conduite sur le terrain, un mécanisme de signalement anonyme et confidentiel et des procédures d'enquête sensibles, équitables et confidentielles pour répondre à toute allégation qui pourrait subvenir, sans oublier une formation des équipes sur la prévention du HEAS et des mesures disciplinaires à prendre en cas de faute avérée. Le second aspect que j'aimerais soulever ici aujourd'hui avec vous, c'est que vu que nous finançons des projets qui doivent nécessairement être mis à l'essai en partenariat avec des
organisations locales dans les pays du Sud, nous devons aussi nous assurer que les politiques mettent en exergue des dispositions précises pour que les partenaires locaux soient sensibilisés à la question et soient tenus de respecter les engagements de prévention et de protection de l'organisation canadienne que nous finançons. Rapidement, j'aimerais partager avec vous quelques constats et quelques défis que nous avons eu à remarquer depuis le début du programme. Et je vais d'abord commencer avec les universités que nous finançons. Il faut dire que la plupart des universités ont de très fortes politiques en matière de PHEAS, mais adaptées pour le milieu universitaire et non pour les projets internationaux. Donc, deux options euh, leur sont proposées à ce moment-là. Il leur faut soit étendre la portée de leur politique, soit développer un code de conduite spécifique et adapté aux projets internationaux. Et cela nécessite la mise en place d'un cadre de protection adapté, des ressources humaines compétentes sur la question, des ressources financières suffisantes et ce qui peut facilement bouleverser toute la planification de ces types d'organisations, sans parler de la lourdeur administrative. Les organisations du secteur privé qui ont postulé auprès du FIT ont peu d'expérience en ce qui concerne ces questions de prévention dans le domaine du développement international. Donc, ces exigences sont nouvelles et ne sont pas facilement compréhensibles par ces organismes-là. Alors, il leur faut donc partir de zéro pour développer leur cadre de protection, sans parler du développement des mécanismes de rapportage et de dénonciation pertinents et efficaces sur le terrain. Un autre aspect que j'aimerais aborder avec vous, c'est celui des petites et nouvelles organisations à but non lucratif ou de la société civile. Il faut savoir que les organisations à but non lucratif ont une grande avance par rapport aux autres organismes cités un peu plus tôt sur ces questions. Cependant, en ce qui concerne les plus petites et les nouvelles organisations, il leur est difficile de trouver les moyens nécessaires financiers et humains pour mettre ces politiques en œuvre aussi bien au sein de leur organisation que sur le terrain. Donc, beaucoup de petites et nouvelles organisations n'arrivent pas à faire de ces priorités-là, à faire de ces questions une priorité en matière d'investissement parce qu'elles-mêmes parviennent difficilement à survivre financièrement. Donc, selon le type d'organisation, les défis diffèrent. Cela ne veut pas dire que les grandes et les moyennes organisations ne rencontrent pas aussi des obstacles en matière de mise en œuvre ou même de développement de politiques de prévention, mais que les défis diffèrent selon le type d'organisation et ce, rien qu'au niveau même du développement d'un cadre de protection adapté et efficace. En ce qui concerne les partenaires locaux, il faut savoir que selon le pays et la région dans laquelle vous travaillez, le contexte socioculturel ne se prête pas forcément aux questions de prévention du harcèlement, de l'exploitation des abus sexuels. Et parfois que ce contexte même peut être favorable à ces agressions-là. Ce qui fait que ces questions sont souvent nouvelles pour les partenaires locaux et qu'ils ont beaucoup de mal à comprendre l'importance de créer un environnement sûr où les bénéficiaires peuvent pleinement participer et contribuer aux interventions. Donc, peu de partenaires locaux possèdent d'abord des politiques en ce sens. Et il faut aussi considérer le fait que beaucoup d'organisations canadiennes présument souvent à tort des connaissances et de l'engagement des organisations sur le terrain en la matière, même si ces organisations-là sont des organisations locales de défense des droits des femmes. Donc, cette situation, je pense, met en exergue notre devoir en tant que promoteur de changement social fondé sur l'égalité des genres, de mettre cette question de prévention et de protection des bénéficiaires au cœur de nos partenariats avec les organisations sur le terrain. Le dernier aspect que j'aimerais aborder avec vous, et je pense que ce sera beaucoup plus développé par les autres intervenants, c'est le défi de la mise en œuvre des politiques sur le terrain. Le plus souvent, les outils et les mesures de dénonciation, même s'ils existent, ne sont pas connus des bénéficiaires ni adaptés au contexte local. Les mécanismes, les compétences en matière d'enquête sensible, ainsi que les mécanismes de soutien aux victimes sont rares. Et le contexte culturel ne favorise pas la dénonciation. Et aussi, il faut aussi prendre en compte le fait que les bénéficiaires ont souvent peur des autorités sur le terrain ou ne leur font pas confiance. Ce qui fait que même si vous avez des politiques et des mécanismes en place, il se pourrait que les bénéficiaires ne soient quand même pas assez protégés. Et si, dans les temps avant COVID-19, le défi était déjà présent, imaginez ce qu'il en est maintenant avec les restrictions de voyage, le travail à distance, les problèmes de connectivité, l'augmentation de la charge de responsabilité qui incombe les partenaires locaux.
il devient vraiment plus difficile de s'assurer que ces questions restent au centre des préoccupations et que l'environnement d'intervention est sain et sauf pour les bénéficiaires. Donc, ces constats, au fait, soulèvent des questions que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui et je pense qu'on pourrait peut-être les aborder lors des discussions. Quelles mesures ou stratégies pourraient être prises pour mieux soutenir les organisations dans la mise en œuvre de leur politique de PHEAS sur le terrain? Et comment s'assurer que la question de la prévention et de la gestion des cas de HEAS reste une priorité sur le terrain dans cette période de COVID-19? Merci. Ramisha, je te repasse la parole. Thank you, Kolam. Our next speaker is Sophie Bourdon, representing CCISD. Merci, Ramisha. Alors, ça me fait plaisir d'être présente avec vous tous et toutes. On a un beau groupe de personnes réunies, donc c'est une belle opportunité pour aborder les questions qui nous intéressent aujourd'hui. J'ai bien apprécié les observations de Colombe tout à l'heure qui mettaient beaucoup l'emphase sur la prévention. Donc, ça sera un des éléments qui sera particulièrement abordé dans les discussions tout de suite. Alors, il me fait plaisir de me présenter. Mon nom est Sophie Bourdon. Je suis conseillère en égalité de genre et droits humains au CCISD et je suis membre du CQFD, le Comité québécois Femmes et Développement, ainsi que de la CDP, la Communauté de pratique genre en développement, de l'ACOSI, l'Association québécoise des organisations de coopération internationale du Québec. Je m'arrête ici pour les acronymes. Alors, j'ai la charmante tâche de résumer brièvement les travaux qui nous ont intéressés dans les dernières années. Pour résumer rapidement, sachez que la communauté de pratique et le Comité québécois Femmes et Développement a beaucoup réfléchi dans les dernières années aux questions d'éthique en coopération internationale de façon générale, mais en particulier depuis 2 années sur les questions de prévention des violences sexuelles. J'ajoute à ça aussi des réflexions éthiques sur la prévention des violences psychologiques. On y reviendra un peu après. Ces travaux-là nous ont permis de noter 2 choses. D'une première part que même si nous prévoyons les meilleurs mécanismes et que nous créons les meilleurs outils, il va toujours y avoir un besoin de formation continue, de faire mieux, de faire plus. Alors, on ne prétend pas être des experts, des spécialistes à tout vent de la prévention des violences sexuelles et sexistes. Autre élément important qu'on a compris dans les 2 dernières années, c'est aussi que nonobstant le fait de devenir spécialiste de la question à tous les égards, il faut continuer de s'y intéresser. Ça demeure une préoccupation importante pour nous et on a beaucoup planché à identifier les éléments qui devraient être abordés sur une base continue, sur une base de formation continue. Et c'est là que je reviens avec les éléments que soulevait Colombe tout à l'heure, notamment au niveau de la prévention. La prévention a occupé une grande part de nos réflexions dans les dernières années. Et nous avons produit, et il sera possible, je vois ma collègue Ariane de l'ACOSI qui est présente, qui pourra peut-être nous glisser l'hyperlien dans le chat tout à l'heure. On a produit différentes fiches, différents outils très concrets pour accompagner les organisations qui sont dans un processus d'amélioration continue. Différentes fiches, une en particulier qui porte sur l'introduction aux violences sexuelles pour s'assurer d'être en mesure d'avoir un vocabulaire commun lorsqu'on travaille avec nos partenaires, avec nos collègues de travail, peu importe leur origine d'ailleurs. Les organisations membres de l'ACOSI interviennent un peu partout à travers le monde. Donc, ce sont des fiches qui sont adaptables, faciles d'utilisation, peu importe les milieux d'intervention. On a également développé une fiche sur la prévention et le signalement des violences sexuelles, une fiche sur la formation aux violences sexuelles. J'ai ma collègue Caroline Leblanc de Socodévi qui va y revenir plus particulièrement tout à l'heure. On a une fiche sur l'accompagnement de la personne survivante qui, encore une fois, n'est pas la panacée, mais qui permet d'avoir une bonne idée des éléments globaux auxquels il faut penser lorsqu'on veut préparer nos équipes de travail. On a également une liste de vérifications organisationnelles pour la prévention des violences sexuelles dans le secteur de la coopération internationale.
Encore une fois, je me permets de rajouter ici que je sais de sources sûres que la plupart des organisations qui sont présentes ici aujourd'hui ont déjà des codes de conduite ou des bases de documents, des politiques internes. Cette liste de vérification opérationnelle-là, elle est pour nous aider à améliorer sur une base continue ces outils-là. Alors, bien évidemment, c'est pas parce qu'on a une politique de prévention qu'on ne peut pas y revenir sur une base régulière au fur et à mesure de nos apprentissages. Donc, cette liste de vérification-là a été produite notamment pour ça, pour nous accompagner. Puis, en terminant, on a également développé un canevas de codes de conduite pour prévenir et répondre aux violences sexuelles. Donc, tous ces outils-là pourront être consultés, puis ils sont en libre droit, en accès via Internet. Donc, je vous invite, après la rencontre d'aujourd'hui, à aller les consulter. Également, je disais tout à l'heure qu'on était confiante d'avoir identifié des éléments qui doivent être approfondis. On n'a peut-être pas toutes les réponses, mais on sait en tout cas sur quoi il faut travailler davantage. Je voulais simplement introduire un élément qu'on aborde peut-être trop peu encore dans les discussions sur la prévention des violences sexuelles. C'est celui de la prévention. La prévention, non pas uniquement concernant le signalement, mais la prévention aussi à l'observation et à l'écoute. Il y a eu énormément d'emphase de mise dans la dernière année, je pense, sur la préparation des formations pour prévenir un sentiment de désœuvrement, d'inquiétude lorsqu'un signalement survient. Mais on le disait tout à l'heure, hein, lorsqu'on parlait des statistiques, c'est plus de 70% des survivantes qui ne signalent pas les cas de violences sexuelles. Alors, on est en droit d'imaginer, de supposer qu'il y a un nombre important de personnes qui se questionnent, qui ne sont pas certaines de vivre des violences sexuelles, qui veulent aborder ce sujet-là. Bien, tout cet aspect-là de réflexion est encore trop peu abordé dans nos outils. Il y a une zone grise qui est importante à aller approfondir. Et ce qu'on a été en mesure d'identifier comme recommandation, c'est qu'à court terme, on va devoir développer des mesures qui sont fondées sur les droits de la personne, des mesures qui seront transformatrices pour permettre d'avoir une formation aussi indépendamment de celle de la réception des signalements, mais de la formation et de l'accompagnement concernant l'observation des relations de pouvoir plus largement que ce qu'on discute là, souvent sur les panels et dans nos organisations. Donc, je voulais ouvrir la porte à cet enjeu-là important qu'on oublie souvent de mentionner, puis ce qui dresse bien la table à ma collègue Caroline Leblanc de Socodévi, qui va nous entretenir un petit peu davantage sur le contenu maintenant de la préparation de ces formations-là à la prévention du harcèlement sexuel et psychologique dans le secteur de la coopération internationale. Merci, Sophie. Je suis de celle qui est arrivée un peu en retard, donc je ne sais pas si j'ai manqué des informations pertinentes, mais je veux juste voir si avec le petit retard qu'on a pris, est-ce qu'on a un temps fixe, juste avant de me lancer, que j'ai cette info-là et que les collègues suivantes auront aussi le temps de parole. Personne n'a la réponse. We're aiming for about 5 minutes. We're running a little bit late, but that's okay. C'est we'll bon. make up for D'accord, c'est bon, je vais m'en assurer. Donc, je vais peut-être couper un petit peu. Donc, je reprends. Bonjour tout le monde. Très heureuse d'être avec vous. Donc, Caroline Leblanc, je suis conseillère à l'égalité des genres à Socodévi. Comme Sophie l'a mentionné, aujourd'hui, moi, d'autres collègues, d'autres organisations, on veut vous partager un peu certains aspects sur lesquels nos organisations respectives se sont penchées dernièrement dans ce dossier. Donc, juste avant de me lancer pour la formation, je vais juste vous présenter très, très brièvement Socodévi pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas ou peu. Donc, Socodévi est une organisation née du mouvement coopératif, donc au Québec. On est une organisation qui a 36 ans et on utilise donc le modèle coopératif comme levier de développement. On intervient dans différents secteurs, entre autres les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'agroforesterie. On a une équipe au siège de 56 personnes maintenant et sur le terrain, une équipe de près de 300 personnes. Ces personnes se retrouvent dans nos projets en Amérique latine, Afrique, Ukraine, Asie. Et se retrouvent souvent dans nos bureaux locaux. Donc, la plupart de nos projets, on a des bureaux locaux.
Et je mentionne tout ça parce que tout ça représente une belle richesse, mais aussi des défis quand vient le temps de penser à comment on va former et accompagner toutes ces personnes dans ce qui touche les enjeux de prévention et de réponse aux violences sexuelles. Donc, nous, dans notre cas, on travaille, comme je disais, sur tous ces continents et on a donc 6 langues, disons, officielles ou 6 langues de travail à ce Codévi maintenant. Et ça représente donc un défi pour nous. Donc, un peu comme tout le monde, j'imagine, dans la dernière année, on a travaillé à développer, approuver notre code de conduite. Il est disponible pour les personnes intéressées à le voir sur notre site web. Ce code-là, donc, on a commencé à le diffuser à l'automne dernier. Et donc, je veux le mentionner parce que pour nous, la diffusion du code aussi était une opportunité pour déjà commencer à sensibiliser nos équipes sur les réalités touchant les violences sexuelles. Donc, on voulait vraiment s'assurer, entre autres, que la diffusion du code ne soit pas vue comme, disons, un document de plus administratif à l'équipe, mais c'était pour nous aussi l'occasion de commencer à sensibiliser, informer nos équipes sur les engagements de notre organisation, sur ce que voulait dire le code de conduite pour eux, pour elles, en tant qu'employés de ce Codévi. Et c'est aussi ce qu'on a fait avec nos partenaires. Donc, à l'automne, on a diffusé notre code de conduite auprès de nos partenaires. Pour vous donner une petite idée, nos partenaires, de notre côté, ce sont généralement des coopératives, donc des coopératives agricoles, beaucoup, ou d'autres types d'associations, voilà, dans le milieu de l'agriculture ou de l'agroforesterie, comme je disais, qui sont donc à la fois bénéficiaires, mais aussi parfois, selon nos projets, co-exécutants de projets. Sinon, comme partenaire, on a aussi des ONG locales, internationales ou d'ici avec qui on a, par exemple, des projets en consortium parfois, mais aussi des universités, des équipes de recherche. Donc, tout ça nous fait aussi un public assez large à couvrir et qui rend donc la tâche de penser à la formation puis à l'accompagnement de ces personnes-là quand même complexe. Donc, au début, avant de se lancer dans la formation, et je vois le temps filer, avant de se lancer dans la formation, on s'est posé comme question, est-ce qu'on développe notre propre formation ou est-ce qu'on se dirige vers des formations déjà existantes? Puis peut-être que vos organisations se sont aussi posé la question. Et là, jusqu'à présent, je vous parle un peu de vers où on devrait se diriger parce que tout n'est pas encore canné de notre côté. Là, on est encore comme les deux mains dans ce dossier-là. Mais probablement qu'on va y aller avec une combinaison des deux. Tout à l'heure, on nous présentait toutes les ressources disponibles sur le site de Dignan. Et parmi les ressources, il y a une panoplie de formations en ligne. Donc, nous, on est allé voir ce qui existait. On en a trouvé une qui nous a beaucoup plu, qui est une formation de Kaya, qui est une formation en ligne qui s'appelle « Essentiel à la sûreté ». Donc, peut-être que notre choix va s'arrêter sur celle-là. On trouvait que c'est une formation qui était voilà, bien imagée, interactive, avec des mises en situation très, très concrètes qui se faisaient dans un temps d'1 heure à 1h30 et qui, bon, comme plusieurs formations, nous permet, une fois qu'on a complété la formation, de faire un test, d'avoir un certificat de réussite. Donc, nous, cette formation-là en ligne, on le voit probablement comme ce qui pourrait représenter, disons, la première partie de notre formation, disons, de base ou obligatoire à nos équipes. Par contre, quelques défis, cette formation n'est pas disponible présentement dans nos 6 langues à nous. Donc, elle est disponible en anglais, français, espagnol et arabe. Donc là, pour nous, on est comme, OK, donc qu'est-ce qu'on fait avec nos équipes terrain qui parlent entre autres ukrainien, vietnamien, portugais? Donc, on est en train de voir avec, entre autres, Kaya, la possibilité de pouvoir traduire ces formations-là. Et si d'ailleurs, certaines personnes d'entre vous ont aussi besoin de ce genre de documentation dans ces langues-là, faites-nous signe. On pourrait peut-être voir comment se départager les coûts et tout ça. Donc, voilà. Donc, ça, ce serait notre première partie, disons, de notre formation de base à nos équipes. Et en deuxième partie, ce qu'on envisage probablement, c'est de développer donc une formation où là, on va aborder des éléments spécifiques à notre secteur d'intervention, à notre mission, à nos partenaires. À cette première formation, disons, plus en ligne, mais aussi une formation où on veut offrir un espace aux gens pour pouvoir réfléchir, échanger ensemble, alors que la première se fait en ligne et seule. De manière très brève, là, sans que ce soit exhaustif, qu'est-ce qu'on voudrait aborder, nous, dans cette deuxième partie de la formation? Bien, faire un retour sur les éléments abordés dans la première formation en ligne.
mais aussi aborder, comme je disais, des éléments propres à notre organisation, notre secteur d'intervention. Aborder aussi des notions qui n'auront pas été abordées dans la première et plusieurs personnes aussi l'ont mentionné dans le chat tout à l'heure, la question de harcèlement sexuel. Donc, dans beaucoup de formations, on aborde vraiment les questions d'exploitation, d'abus sexuels, mais on met de côté harcèlement sexuel comme si on devra l'aborder, je ne sais pas, à un autre moment, mais nous, on considère que c'est aussi à ce moment-là qu'il faut le voir. Donc, nous, c'est comme un élément qu'on mettrait dans cette formation, je vais l'appeler deuxième partie, comme je disais. Mais nous aussi, ce qui est essentiel dans cette formation, c'est comment on s'assure que nos équipes sont rapidement outillées adéquatement pour s'il vient une situation où une personne est témoin, soupçonne quelque chose ou on lui rapporte un signalement, une situation de violence sexuelle, que nos équipes soient capables d'agir rapidement et adéquatement. Et ça, c'est comme le gros de notre préoccupation. C'est sur cet élément-là qu'on voudrait mettre l'emphase, entre autres, dans cette deuxième partie de notre formation que je dis là de base. Et pour conclure, bon, cette formation-là sera offerte évidemment à tout le monde, avec tous les défis que je viens de nommer. Et là, j'en passe plusieurs. Mais après aussi, on a vraiment le souci d'offrir une formation continue. Donc, ça pourrait être une formation qui a lieu une fois par année et qui pourrait aussi être faite en partenariat avec des organisations spécialisées, mais locales cette fois-ci. Je m'arrête là, j'ai pris un peu de temps. Merci. Thank you so much, Caroline. We have Ariane Duplessis from Equitas next. Oui, merci. Bonjour. Donc, enchantée d'être ici. Je suis Ariane Duplessis, chargée de programme pour l'Afrique de l'Ouest et co-leader de notre équipe d'apprentissage sur le genre chez Equitas, qui est un centre international d'éducation aux droits humains basé à Montréal et qui compte un peu plus d'une cinquantaine de membres du personnel. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience de mise en œuvre de mesures de prévention des violences sexuelles dans un projet chez Equitas. Mais d'abord, je veux reconnaître que nous sommes dans un travail d'apprentissage constant chez Equitas en ce qui a trait aux violences sexuelles, au harcèlement et à la discrimination qui sont couverts tous les trois là, dans notre politique. Et nous savons que nos politiques et procédures doivent être plus robustes, plus claires et plus accessibles et qu'on doit travailler et faire des efforts pour que nos pratiques soient plus cohérentes avec nos valeurs. Et donc, ça fait écho à ce que des gens ont dit dans le premier panel. Et ce chemin-là d'apprentissage génère des inconforts, nous demande d'avoir des conversations qui sont difficiles en interne, mais qui sont par ailleurs capitales. Et ça nous demande des postures de courage et d'humilité. Et donc, on arrive en conscience ici aujourd'hui que ce qu'on a en place est ni complet, ni parfait, et notre politique va d'ailleurs être révisée. Et le travail qu'on doit encore faire, ben, il nous challenge et il requiert que nous nous poussions plus loin. Et donc, autre chose qui a déjà été dit aujourd'hui, c'est qu'une politique à elle seule, ça ne suffit pas, qu'elle doit être accompagnée de mesures et d'actions concrètes sur le plan de la réponse, mais aussi sur le plan de la prévention là, de façon très importante. Et donc, une fois, nous, que notre politique a été diffusée, on a organisé une session d'orientation d'une journée complète avec le personnel pour aborder des notions de base qui touchent les violences sexuelles, le harcèlement et la discrimination, et pour qu'on commence à s'approprier le contenu de la politique, pour qu'on le comprenne dans une optique d'application pratique. Et ce qu'on a constaté, c'est que le personnel était engagé, le personnel se sentait concerné, mais ne se sentait pas suffisamment outillé pour utiliser la politique. Et donc, c'était clair à ce moment-là, et ça le demeure aujourd'hui, qu'on doit faire beaucoup plus de travail de sensibilisation et beaucoup plus d'efforts pour outiller à la fois le personnel, mais aussi les partenaires. On travaille toujours avec des partenaires, tant au Canada là, que dans les pays où on mène nos programmes. Et donc, la grande question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait le pont entre la politique et la pratique? Comment est-ce qu'on opérationnalise nos efforts de prévention et notre capacité de réponse? Et donc, je vous présente un chemin qu'on a choisi, qui ne sera pas le seul, mais quelque chose qu'on a commencé à mettre en place chez Equitas, et ce sont des lignes directrices qui comprennent des outils et une liste de vérification de mesures qui doivent être mises en place, un peu comme des standards minimaux, au début d'un projet et avant et pendant la tenue d'activités qui, chez nous, prennent souvent la forme de formation.
Et donc, ce projet de ligne directrice, on l'a piloté à l'automne 2020 dans un projet qui couvre 5 pays à l'occasion de formations qui allaient se dérouler là, sur plusieurs jours. Et donc, concrètement, ce qu'on a fait, c'est d'abord de partager des directives et des outils avec les équipes de projet, les équipes là, qui sont composées et de personnel d'Equitas et de nos partenaires. Et dans ces outils-là, il y avait notamment là, un aide-mémoire ainsi qu'un guide à l'intention des équipes qui abordait certaines approches, dont l'approche centrée sur les personnes survivantes, ainsi que des mesures de prévention et de réponse. On a eu des conversations avec les organisations partenaires, autant sur la politique que sur des mesures à mettre en place dans le cadre de l'activité. Et ça s'inscrivait dans un dialogue qui avait commencé bien avant, là, dès le début du projet. Donc, ça n'arrivait pas comme ça, mais ça fait partie d'une conversation continue. Il y a eu des conversations aussi avec les équipes d'animation de la formation qui ont reçu la politique et qui ont eu l'espace pour discuter de la question des violences sexuelles. Et chaque équipe de projet devait identifier des points focaux, donc 2 à 3 personnes ressources qui étaient en mesure de recevoir des dévoilements, d'accompagner des survivantes et des survivants et d'accompagner le groupe de participantes et de participants pendant l'activité. Et donc, ces personnes-là étaient des personnes issus des pays d'intervention, donc comme nos partenaires. Évidemment, le personnel d'Equitas n'était pas aux formations, c'était à l'automne et on était ici avec la COVID. Et donc, tout ça, ça a été fait par les partenaires. Et donc, avec ces personnes ressources qui étaient présentes à l'activité, on s'est préparé en ayant des discussions sur des étapes à suivre en cas de dévoilement ou d'incident et des mesures immédiates à prendre. Et donc, une fois cette phase-là de préparation faite, pendant l'activité elle-même, il y avait d'autres mesures. Par exemple, un code de conduite auquel tout le monde devait adhérer, qui a été expliqué, puis était clair aussi avec l'équipe d'animation et l'équipe organisatrice qu'on s'attendait à des plus hauts standards d'attitude et de comportement de leur part. Les personnes ressources, les personnes qui jouaient le rôle de point focal, étaient présentes, ont mené une discussion avec le groupe de participantes et de participants en s'appuyant sur du matériel simple de sensibilisation qu'on avait développé. On a aussi créé des affiches de sensibilisation qui ont été distribuées, expliquées à tout le monde et ensuite rendues visibles dans la salle pour la durée de la formation. Et chaque équipe devait identifier des ressources d'aide, soit à l'échelon local ou national, pour référence immédiate, mais aussi pour référence future. Et donc, les participantes et les participants pouvaient ramener ce matériel-là dans leurs organisations. Et donc, ça, c'est ce qu'on a fait. Et maintenant, on est en train d'évaluer ce pilote pour recueillir la perception des équipes sur ce qui a bien et moins bien fonctionné, parce qu'on veut toujours s'améliorer. Et en complément, là, tout bientôt, on va commencer la consultation d'autres équipes qui n'étaient pas visées par le pilote, mais qui ont pu commencer à identifier, à mettre en œuvre, en fait, des bonnes pratiques dans leur projet. Puis, on souhaite aussi mieux comprendre leurs besoins et tout ça dans le but d'enrichir notre projet de ligne directrice qui va ensuite être diffusé dans l'ensemble de l'organisation pour utilisation dans tous les projets, dans toutes les activités. Et donc, en termes de prochaines étapes pour nous, c'est de continuer à organiser des opportunités d'apprentissage. Pour nous, il est important que le processus demeure dynamique et afin que la politique prenne vie de façon vraiment concrète pour le personnel, pour les partenaires, mais aussi pour les participantes et participants à nos programmes et les autres parties prenantes concernées. Donc, ça résume un peu ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, puis comment nous, on commence à tenter de répondre à cette épineuse question de comment passer de la politique à la pratique. Merci. Thank you, Erin. Our final speaker before we jump into very quick breakout rooms is Cecilia Thompson from CECI. Oui, bonjour. Mon nom donc est Cecilia Thompson. Moi, je suis chargée de projet et spécialiste EFH et droit des femmes et des filles au CECI. Donc, le CECI est le Centre d'éducation et de coopération internationale. On a été créé en 1958. On a notre siège à Montréal et on a une présence dans 17 pays. Le CECI a pour mission de combattre la pauvreté, l'exclusion et les inégalités à travers le monde.
notamment dans ces 17 pays, à travers des projets et des programmes de développement durable avec des partenaires stratégiques. Donc, nous, on a une politique sur la prévention du harcèlement et de l'exploitation et des abus sexuels. On a révisé notre politique en mars 2019, donc la révision est récente. Et on l'a révisée justement pour assurer la cohérence avec nos autres politiques, notamment la politique contre la fraude et le code d'éthique. Donc, voilà. Donc, très rapidement, quelques points sur notre politique, juste pour dire que cette politique de lutte contre le harcèlement, l'exploitation et les abus sexuels vise de combattre ces fléaux non seulement auprès de toute personne au sein de l'organisation, mais aussi envers toute personne visée par les interventions du CECI, y compris lors des activités externes reliées au CECI. Donc, notre politique, vraiment, elle s'applique non seulement au personnel, mais aussi dans nos bureaux pays, et puis aussi, justement, aux organisations partenaires et même aux bénéficiaires. Donc, on a prévu dans cette politique des rôles et responsabilités à ces différents niveaux, donc y compris des rôles et responsabilités des organisations partenaires à travers des contrats de collaboration. Donc, chaque fois qu'on a un contrat de travail avec une organisation, on s'assure que cette organisation partenaire va adhérer à notre politique. Et juste rapidement, pour les mécanismes de signalement, donc un signalement peut être déposé auprès de la direction des ressources humaines ou un gestionnaire ou une gestionnaire ou même une représentation pays. Mais on a aussi un courriel permettant des signalements anonymes. Et on s'est assuré d'une ressource professionnelle externe qui puisse donc recevoir ces courriels et y répondre. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 défis majeurs que nous avons rencontrés, notamment lors des formations et de l'application de notre politique au niveau pays. Et ça concerne notamment l'adaptation de la politique à la culture des pays dans lesquels les projets du CECI sont mis en œuvre. Donc, je vais vous parler de quelques aspects ou quelques obstacles culturels dont il faut en prendre compte si vraiment nous voulons mettre en œuvre une politique de manière assez large et qui soit applicable aussi aux partenaires et aux bénéficiaires. Alors, j'ai 3 points majeurs. Premièrement, l'adaptation de la politique au contexte et la culture locale est très importante. Alors, par exemple, dans beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest ou même en Europe, ce qui pourrait être défini ou même perçu comme de l'harcèlement sexuel au Canada ne l'est pas dans d'autres pays. À l'opposé, dans des pays asiatiques, par exemple comme le Népal, et c'est notre expérience, les mariages arrangés et la culture de ne pas se toucher rend le concept d'harcèlement sexuel tout autre. Ceci implique que la définition de harcèlement sexuel au Canada n'est pas nécessairement adaptée à la définition dans d'autres cultures. Avant même donc de mettre en œuvre la politique et de dispenser d'une formation sur cette politique, il est important de bien comprendre ce qu'implique l'harcèlement dans d'autres contextes et d'autres cultures. Deuxièmement, la formation sur la politique doit aussi être adaptée au contexte et à la culture locale. Donc, dans notre formation qui est en partie interactive, nous avons des exemples et des études de cas. Et les études de cas et les jeux utilisés pour la formation sur la politique pour mieux comprendre ce que nous définissons comme harcèlement sexuel n'est pas nécessairement adapté à un public non canadien. Les exemples utilisés pendant la formation se rapportent souvent à des concepts de pouvoir et privilèges dans la société canadienne. Par exemple, entre femmes racisées au Québec et des hommes canadiens français. Et les exemples d'incidents d'harcèlement ou d'harcèlement sexuel et de violence sont tirés aussi de la société canadienne. Donc, étant donné les rapports de pouvoir et de privilèges peuvent être différents dans les pays, voire encore plus forts dans certains pays, tels que les rapports hiérarchiques, les rapports de pouvoir entre ethnies ou castes, ainsi que les rapports de pouvoir entre hommes et femmes, il est nécessaire de les prendre en compte lors de l'élaboration de la formation sur la politique et particulièrement dans les exemples. Et troisièmement, je vais me référer aux conséquences et des sanctions pour les auteurs d'harcèlement sexuel qui peuvent contrevenir aux normes d'acceptation sociale.
Donc, l'interdiction du harcèlement sexuel sera inefficace si des sanctions adaptées ne sont pas prévues dans la loi. Et très souvent, il n'y a même pas de loi spécifique sur le harcèlement sexuel. Or, nous avons un problème car le harcèlement sexuel est socialement toléré dans de nombreux pays et donc des sanctions pour ce comportement paraîtront anormales à une bonne partie de la population. Une amende pourrait donc priver une famille dans le besoin de ressources essentielles et une peine de prison pourrait affecter le seul revenu de la famille. Les sanctions doivent donc être accompagnées d'une éducation pour montrer pourquoi elles sont essentielles d'une part comme mécanisme de dissuasion et d'autre part comme mécanisme de transformation de relations sociales. Donc, à travers ce message, je voulais juste vous dire que quand on élabore une politique et notamment quand on forme à la mise en œuvre de cette politique, il est vraiment important de prendre en compte la culture et le contexte social dans lequel cette politique va être mise en œuvre. Donc, je vous remercie et je suis très contente d'être ici et de pouvoir poursuivre les débats avec vous. Merci. Thank you, Cecilia. Now we're going to jump into our breakout rooms for about 10 minutes, and you'll have a chance to join the group based on your language preference. Each breakout room will discuss the following question, and the facilitator is going to take notes, but we're not going to have enough time to share as a big group. So the question that we're going to be looking at is, what does PSEA look like when working with local stakeholders at your organization, and what are your challenges when it comes to PSEA? So I think the breakout room should be opening soon, or everyone, yeah, so you can pick your breakout room based on which language you would like to join at the bottom of your screen. And I'll see everyone back here at 3:10.